Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition d'information dans l'actualité. Ce soir, le siège de l'Institut national de santé publique a été inauguré ce mercredi. Cette infrastructure sanitaire comprend 3 grands bâtiments. La construction de ce siège va permettre de répondre aux crises sanitaires et augmenter les capacités de recherche et de formation dans le domaine de la santé publique en Guinée. Le rendez-vous est intitulé Forum international du fonio, une céréale ancestrale ultra bon pour la santé. Notre fonio, nos trésors pour un développement durable est le thème choisi lors de ce forum international. Enfin, Djeli Fodé Kouyaté, communément appelé le Djeli de Kissi Faramaya, célèbre ses 50 ans de carrière musicale. Face à la presse, Fodé Kouyaté annonce les couleurs de cet événement festif. Ce vendredi, le chapiteau Baïssa va vibrer aux mélodies des belles chansons de cette voix d'or de la musique africaine de Guinée. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à tous. Le siège de l'Institut national de santé publique a été inauguré ce mercredi. Cette infrastructure sanitaire comprend 3 bâtiments. La construction de ce siège va permettre de répondre aux crises sanitaires, mais aussi augmenter les capacités de recherche et de formation dans le domaine de la santé publique en Guinée. Compte rendu, Fatoumata Kourouma. S'étendant sur une superficie de 4,5 hectares, l'édifice flambant neuf de l'Institut national de santé publique, situé à Kakoulimaya, dans la préfecture de Koya, a été officiellement inauguré ce mercredi 6 novembre 2024. Il comprend 3 grands bâtiments abritant 4 départements, à savoir le laboratoire, la recherche en santé publique, la chimie pharmaceutique et toxicologique et le développement en ressources humaines. Cette infrastructure sanitaire est le résultat d'une collaboration fructueuse entre la République de Guinée et le Japon à travers l'Agence japonaise de coopération internationale JICA. Cette cérémonie, qui ouvre officiellement les portes de cet établissement sanitaire, a été présidée par le ministre secrétaire général de la présidence, le général de division Amara Kamara. À ses côtés, le ministre directeur de cabinet de la présidence Djiba Diakité. On notait également la présence des membres du CNRD, des membres du gouvernement, des diplomates japonais, des hauts cadres de l'administration, des autorités locales, ainsi que de la population de Koya. Le projet de construction des INSP est né de l'épidémie de fièvre à virus Ebola, qui a plongé le pays dans une période difficile et lourde. Face à la dure réalité du système de santé en Guinée et de nombreuses victimes de cette maladie mortelle, le gouvernement japonais a été convaincu de la nécessité urgente de soutenir la population guinéenne. Je dois dire que j'ai été impliqué dans la conceptualisation des projets de construction des INSP en tant que directeur général du bureau d'Afrique de la JICA à Tokyo. Je suis donc très attaché à ce projet et je me réjouis de pouvoir participer à son inauguration en tant qu'ambassadeur du Japon en Guinée. La fourniture de nombreux équipements contribuera de manière significative à l'amélioration de la capacité des laboratoires, notamment pour les maladies infectieuses, et renforcera les performances du système de santé guinéen. La réalisation de cet édifice en faveur de l'Institut national de santé publique s'aligne dans la vision de réalisation d'infrastructures stratégiques du gigantesque programme Simandou 2040, ainsi que dans la ferme volonté du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, de construire une nouvelle Guinée émergente avec une population en bonne santé. Dans sa prise de parole, le ministre du Plan et de la Coopération internationale Ismaël Nabé a rappelé que cette infrastructure moderne et entièrement équipée est le fruit d'une coopération dynamique entre la Guinée et le Japon, mais aussi qu'elle constitue une étape importante dans le renforcement du système de santé guinéen. Avant toute chose, permettez-moi d'adresser mes sincères remerciements
à son Excellence général Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État, dont la santé et le bien-être constituent un pilier majeur et une préoccupation constante. Il nous exhorte toutes à faire de ce centre un modèle d'excellence en matière de santé publique en République de Guinée. Cette infrastructure moderne et entièrement équipée représente bien plus qu'un bâtiment. C'est le fruit d'un partenariat exemplaire entre nos deux nations. Elle marque une étape importante dans le renforcement de notre système de santé publique en contribuant à la prévention des maladies, à la recherche scientifique et à la formation des agents de santé. L'Institut national de santé publique de Koya deviendra sans nul doute un centre de référence national régional au service et l'amélioration des conditions de vie de nos citoyens. Ce sera aussi un ancrage de la coopération sud-sud et triangulaire. À travers ce projet, la République de Guinée réaffirme son engagement à garantir à ses citoyens l'accès des soins de santé de qualité. C'est dans ce cadre que la santé et le bien-être figurent parmi les 5 piliers majeurs de la vision Simandou 2040, portée par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Cette vision, qui prône un développement inclusif et intégré, considère l'accès aux soins de santé de qualité comme un facteur essentiel pour bâtir une société prospère, équitable et résiliente. Pour sa part, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Oumar Dioueba, a relevé que la construction de ce siège moderne de l'Institut en charge de la santé publique est la réponse directe et stratégique aux crises sanitaires récurrentes. Cet événement marque à la fois une avancée significative pour la santé publique en Guinée, mais aussi un moment porteur d'espoir et d'ambition pour notre système de santé. Permettez-moi d'exprimer toute ma gratitude au président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, qui, par son leadership affirmé et sa vision éclairée, est en train de construire une Guinée nouvelle et émergente. Cet édifice que nous inaugurons aujourd'hui transcende sa simple fonction de bâtiment. Il symbolise notre engagement pour un avenir meilleur en matière de santé publique, un signe tangible de notre partenariat avec le Japon. Depuis 2014, la République de Guinée, notre pays, fait face à des épidémies multiples. Les fièvres hémorragiques virales, la rougeole, la Covid-19, la diphtérie, pour ne citer que celle-là. Grâce aux efforts conjoints de l'État et de ses partenaires, dont le Japon, nous avons pu relever ces défis avec résilience. La construction de ce siège moderne de l'Institut national de santé publique est une réponse directe et stratégique à ces crises sanitaires récurrentes. Cet institut, dans sa mission première, s'engage à analyser, à évaluer et à surveiller l'état de santé de notre population. Il se consacre sur des bases factuelles aux problématiques majeures de santé publique en déployant 4 départements spécialisés. Ce centre est conçu pour être un pôle d'excellence en recherche, en formation et en diagnostic, contribuant ainsi à des solutions innovantes et durables pour notre système de santé. Au nom du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, le ministre secrétaire général de la présidence a d'abord rappelé les liens de coopération historiques existants entre la République de Guinée et le Japon depuis plusieurs décennies, avant de souligner que cette coopération se poursuit à travers cette contribution considérable du Japon dans la réalisation de cet institut qui constitue l'un des projets phares du programme Simandou 2040. Depuis 1984, le gouvernement japonais n'a cessé d'accompagner la République de Guinée dans son élan de développement économique et social à travers la réalisation d'infrastructures dans des secteurs prioritaires. Eu égard à cela, nous voulons marquer aussi un temps pour saluer l'excellence des relations entre le Japon et la Guinée, mais aussi le leadership incarné par leurs 2 dirigeants, à savoir le général d'armée Mamadi Doumbouya, président de la République de Guinée, chef de l'État, et Sa Majesté impériale Naruhito.
Aujourd'hui, en inaugurant ce nouveau siège de l'Institut national de santé publique, nous franchissons une étape cruciale dans notre engagement à garantir la santé et le bien-être de nos citoyens. Ce projet s'inscrit dans la vision plus large du Simandou 2040 qui fait de la santé publique un pilier fondamental du développement socio-économique de notre pays. En parlant toujours du Japon, je vais saluer ici son soutien exceptionnel qui, à travers un financement, a permis de concrétiser un élément assez stratégique de la vision 2040. Cet institut illustre l'engagement du gouvernement à bâtir une Guinée résiliente où les ressources sont mobilisées pour garantir un accès équitable aux soins et aux services de santé de qualité pour tous. Ce dont nous voulons rassurer tout le monde aujourd'hui, c'est que tous les moyens seront mis en œuvre pour garantir et développer non seulement ce projet, mais préserver cet édifice. À travers cet institut, nous voyons la concrétisation d'une Guinée plus forte et plus résiliente, fidèle aux principes et aux objectifs de Simandou 2040. Ainsi, une nouvelle ère pour la Guinée va s'ouvrir pour offrir à chaque Guinéen la chance de vivre dans la dignité, la santé et l'espoir d'un avenir meilleur. Ainsi, après la coupure du cordon inaugural, la cérémonie a été également marquée par un échange de cadeaux symboliques entre les autorités guinéennes et les diplomates japonais. Ils ont ensuite procédé à une visite guidée des locaux de l'Institut national de santé publique, qui est de loin le plus grand en Afrique de l'Ouest. Au cours de la visite, des techniciens experts ont apporté des réponses aux questions pertinentes du ministre directeur de cabinet de la présidence, Djiba Diakité, sur le système de santé publique, la recherche scientifique et l'innovation. De manière générale, qu'est-ce qu'il faut savoir sur ce complexe? Dans le bloc laboratoire, nous avons une salle de formation qui permet de recevoir les étudiants, de les former. Dans le bloc laboratoire également, nous avons des différentes unités de laboratoire qui permettent de réaliser tous les types d'examens en matière de dépistage des maladies, en matière de surveillance de la santé de la population de manière générale. Ce bloc de l'INSP permet de réaliser ces différents examens. Nous avons un niveau de référence qui nous permet d'avoir des étudiants d'autres pays qui peuvent venir se former ici. Ce sont des étudiants soit en licence, soit en master ou soit en doctorat. Ce qui veut dire que nous avons une certaine capacité pédagogique ici. Quand vous voyez ici, unité de toxicologie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui peut être maladie toxicologique, un jour, il peut y avoir une intoxication alimentaire dans une zone en Guinée. Pour la recherche de la cause de cette intoxication, les échantillons viendront ici pour que nous puissions déterminer la cause de l'intoxication. Ici, c'est la salle d'extraction. Après l'extraction, soit de l'ARN ou de l'ADN, il y a une marche en avant à respecter dans la démarche qualité. Nous sortons de cette salle avec le matériel génétique que nous avons pris pour aller suivre le reste de la procédure dans 4 autres salles avant de sortir de l'usine. Après la visite guidée, les ministres du Plan et de la Coopération internationale, de la Santé et de l'Hygiène publique sont revenus sur l'importance de l'impact qu'aura cet institut sur la santé et le bien-être des populations guinéennes et même sur celle des pays voisins. On est vraiment enchanté aujourd'hui sur les 4 hectares, c'est le début du commencement et le prochain projet par la coopération japonaise, c'est le pont de Farhana. Donc la coopération japonaise, elle est vibrante, elle est sincère, elle est basée sur le respect mutuel entre la République de Guinée et le Japon. C'est un centre d'excellence et nous allons recevoir même des étrangers, des étudiants étrangers pour la performance de leur cursus universitaire, parfois même post-universitaire. Et nous remercions du fond du cœur le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, parce que c'est sa vision, c'est son leadership qui nous permet aujourd'hui de mettre à disposition de la population cet édifice-là qui va répondre de façon significative à un besoin pressant de la population guinéenne en matière de santé publique. Il y aura de la recherche, il y aura de la formation et il y aura assez d'autres domaines que nous pourrons améliorer dans le système de santé de notre pays. L'ouverture de cet édifice marque une avancée significative dans le domaine de la santé publique en Guinée. Elle reflète l'engagement continu du gouvernement guinéen
sous le leadership du général Mamadi Doumbouya, à améliorer les infrastructures sanitaires et à promouvoir le bien-être de la population guinéenne. Ce projet ambitieux, soutenu par une coopération sud-sud et triangulaire, est une étape cruciale vers l'autosuffisance sanitaire et le développement durable et responsable du pays, porté par le programme Simandou 2040. Dans l'actualité également, après 6 mois de travaux, le centre d'hémodialyse de l'hôpital de l'Amitié sino-guinéenne ouvre désormais ses portes. C'est le fruit d'un partenariat public-privé, une infrastructure qui vient résoudre l'épineux problème de prise en charge des patients souffrant de maladies rénales chroniques. Thierno Maroufba, Mohamed Pati Kamara. Dans l'enceinte de l'hôpital de l'Amitié sino-guinéenne de Kipé, il est désormais opérationnel un centre d'hémodialyse. Ce centre, réalisé par la Fondation Orange en partenariat avec le ministère de la Santé, vient désengorger le Centre national d'hémodialyse de Donka et celui du camp Alpha Diallo. L'infrastructure a été réceptionnée pour intensifier la prise en charge des maladies rénales chroniques. Ce centre d'épuration extra-rénale est destiné à la prise en charge exclusive des patients souffrant d'insuffisance rénale aiguë, un problème majeur de santé publique. Il dispose, dans sa phase initiale, de 9 postes avec une capacité de traitement de 54 patients. Avec un investissement important de près de 7,5 milliards de francs guinéens, nous démontrons une fois de plus notre engagement ferme pour un accès équitable à des soins de santé de qualité pour tous, sans exception. Ce centre d'hémodialyse de l'hôpital de l'Amitié sino-guinéenne de Kipé porte le nom du professeur Yacouba Issiaga Touré. Il est doté d'équipements avancés en matière de prise en charge de cette maladie. Aujourd'hui, nous pouvons dire que c'est une chose faite, car en offrant un nouveau centre de diagnostic et de traitement des insuffisances rénales à la Guinée, sous la tutelle du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, la Fondation Orange Guinée donne de l'espoir à de nombreux malades souffrant d'insuffisance rénale. Avec une population en pleine croissance et des besoins en infrastructures de plus en plus importants, chaque initiative comme celle-ci est une contribution précieuse pour améliorer la vie de nos concitoyens. La Fondation Orange, acteur majeur dans le secteur des télécommunications, démontre ici sa volonté de contribuer au bien-être des Guinéens en désengorgeant le centre public de Donka jusqu'alors seul à offrir ce type de service. Selon les données du Centre national d'hémodialyse de Donka, la prévalence de l'insuffisance rénale chronique varie entre 40 et 60%. Depuis l'arrivée du CNRD au pouvoir, des centres régionaux sont en construction dans le pays. Audience au ministère de l'économie et des finances, le ministre Mourana Souma reçoit l'ambassadeur de la Fédération de Russie en Guinée au centre des discussions la coopération économique et le renforcement de la présence des entreprises russes en Guinée, notamment dans les banques d'investissement. Compte rendu d'audience, Mamadi Gassama. La Fédération de Russie est depuis les premières heures de l'indépendance intervenue dans plusieurs domaines d'activité en Guinée. 66 ans après, les deux pays veulent donner un nouveau souffle à cette coopération dans le domaine économique. C'est le sens de cette rencontre entre l'ambassadeur russe en Guinée et le ministre de l'économie et des finances. Nous avons parlé déjà sur les investissements qui étaient faits par la Fédération de Russie en Guinée. Nous avons ici 4 grandes entreprises, 3 entreprises de notre société russe, Rusal, et encore en société Norgold. La somme des investissements sont de plusieurs milliards de dollars déjà. Nous avons parlé sur les possibilités d'élargir cette coopération. Implantation de banques d'investissement et l'envoi d'entreprises russes en Guinée étaient aussi les sujets abordés lors de cette rencontre. La démarche s'inscrit également dans l'approfondissement et la diversification du partenariat russe
dans l'économie guinéenne. Il a été question de voir dans quelle mesure impliquer les partenaires russes dans le cadre de la mobilisation du financement, mais l'exécution des projets d'investissement dans notre pays. Il a été aussi question d'aborder l'opérationnalisation du partenariat public-privé entre nos deux pays en sollicitant plus d'implication, de présence des autorités de nos partenaires russes. Donc ceci rentre naturellement dans le cadre de la mission de M. le ministre de l'économie et des finances à rassurer les partenaires, à les mobiliser pour accompagner notre pays dans le cadre de son programme de développement socio-économique à l'effet de contribuer à réduire l'incidence de la pauvreté sur nos populations. En plus du domaine des mines, où on peut noter la présence de la Russie depuis plus de 50 ans, la Fédération de la Russie entend élargir et diversifier également sa présence en Guinée dans l'écosystème économique. Une mission mixte de coopération entre la Guinée et la Sierra Leone séjourne le long de nos frontières et sensibilise sur l'intégration, la paix et la cohésion entre les populations des deux pays. La délégation guinéenne est conduite par le directeur national des libertés publiques et des frontières. Le récit en image de Mamadou Salou Bangoura et Abakar Junior Kamara. Une mission conjointe entre la Guinée et la Sierra Leone déroule ses activités actuellement dans nos villages frontaliers. C'est un programme de l'Union africaine financé par la GIZ. Il vise à renforcer la coopération transfrontalière pour répondre aux enjeux de sécurité et instaurer une véritable culture de paix et de stabilité régionale. L'objectif de cette mission conjointe s'inscrit dans le cadre de la vision commune de nos deux chefs d'État, le général Julius Maada Bio et le général Mamadi Doumbouya. Au nom de M. le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation qui nous a dépêchés sur le terrain, nous voulons que les populations comprennent que la paix, l'intégration est une opportunité qu'il faut saisir. C'est pour dire aux Guinéens et aux Sierra-Léonais qui sont un peuple par rapport au lien séculaire qui a uni ces deux pays. Donc nous sommes venus dans ce cadre-là toujours resserrer ces liens. Ce programme de sensibilisation se traduit par les réunions communautaires et des échanges ouverts sur la paix. Les autorités locales, les chefs de village et les représentants de la société civile ont aussi pris part à cette campagne. La venue de cette mission nous enchante plus d'un titre, parce que la population de Madina Nawala et celle de la Sierra Leone, c'est des amis, c'est des parents, c'est des frères, c'est des collaborateurs, ils évoluent ensemble. La mission est plus que nécessaire parce que les deux frontières doivent vivre en coexistence. Ils doivent vivre en paix. Maintenant, il y a eu une bonne relation extraordinaire entre les deux chefs d'État. Il y a eu une bonne relation bilatérale. Maintenant, nous cherchons à avoir des relations peuple et peuple pour vivre dans la bonne voisinage entre les deux pays. Cette mission conjointe est un exemple inspirant de ce que la Guinée et la Sierra Leone peuvent accomplir ensemble pour renforcer la paix et la cohésion sociale dans les zones frontalières. Comme annoncé dans les titres, le rendez-vous est intitulé Forum international du fonio, une céréale ancestrale ultra bonne pour la santé qui fait saliver beaucoup de gourmets. C'est une initiative de l'agence guinéenne de promotion des exportations Agipex, le projet de développement de l'agriculture commerciale en Guinée. Notre fonio, notre trésor pour un développement durable est le thème choisi lors de ce forum international. L'explication, Moussa Bangoura. Considéré comme un aliment durable pour ses propriétés nutritionnelles, le fonio est l'une des céréales les plus prisées du continent africain. Pour mieux accompagner cette filière à tous les maillons de la chaîne de valeur, un forum international du fonio est ouvert à Conakry. Acteurs du secteur, transformateurs, agriculteurs, entrepreneurs et experts venus de la Guinée et des pays de la sous-région prennent part à la rencontre. La République de Guinée est le premier producteur mondial de fonio, plus de 600 000 tonnes par an, 70% de la production mondiale. Le fonio constitue l'or blanc de la Guinée. Nous pouvons nous imposer
et conquérir beaucoup de marchés si nous levons certaines contraintes, comme les contraintes liées aux emballages, l'équipement des producteurs, qui souvent sont dans l'archaïque. Le thème développé est notre fonio, notre trésor pour un développement durable. Le but est de sensibiliser sur les bienfaits du fonio et de favoriser les échanges d'expériences et renforcer les partenariats entre les acteurs. Cette rencontre coïncide avec le lancement d'un nouveau cycle de croissance pour la Guinée, axé sur le développement des secteurs stratégiques, tels que l'industrie, l'agroalimentaire et le commerce. Placé sous le haut patronage de son Excellence Monsieur le Président de la République, cette initiative ambitionne de faire du fonio un symbole de l'identité culinaire guinéenne, tout en contribuant à la diversification de notre économie. Les gens pensaient que le fonio, c'était pour vraiment les personnes qui n'ont pas en bonne santé. Le fonio aujourd'hui est reconnu par sa valeur nutritionnelle, c'est sans gluten, c'est nutritif, c'est digestif, qu'on a des valeurs ajoutées telles que des biscuits, des pains, des couscous et tout cela on peut faire ces produits-là à base de fonio. La projection vidéo sur la transformation du fonio en divers aliments et le plaidoyer des groupements sur la labellisation de la production du fonio ont marqué ce rendez-vous de promotion du Made in Guinée. Destination Sigiri, où la foire économique ouvre ses portes pour exposer des produits artisanaux innovants. Elle est organisée par la structure Galaxy Univers Prod pour célébrer les artisans guinéens et africains. L'événement est à vivre à Sigiri pendant 2 semaines afin de découvrir des inventions pour la vie de tous les jours. Plus de détails avec notre correspondant dans la région, Diamokaba. Au stade permis Magasuba de Sigiri, des produits artisanaux et touristiques guinéens et africains au premier plan. Des stands bien animés pour mettre en lumière des talents venus de partout. Au cœur de la visite, le consommé guinéen est révalorisé. Des atouts pour séduire les visiteurs. La foire économique de Sigiri est une initiative de Galaxy Univers Prod destinée à promouvoir l'artisanat guinéen et africain pour le bien des populations locales. La rencontre a une touche artistique pour célébrer des exposants en musique. Sur scène, des artistes locaux pour rappeler l'importance de vivre ensemble à travers la culture. Vulgarisation de l'intelligence artificielle au niveau de la couche juvénile sur la toile de fond de la première édition du Startup Weekend en ligne de mire rationaliser l'écosystème numérique et l'innovation en Guinée. Abakar Diaby, Kandesila. À Conakry, la première édition du Startup Week vient d'être lancée pour ouvrir une nouvelle page au niveau de l'écosystème numérique et l'innovation. Cet événement consiste à favoriser l'insertion socio-économique des jeunes étudiants du pays à travers les outils technologiques, d'où son thème l'intelligence artificielle au cœur de l'innovation des startups. Cet événement, pionnier dans notre pays, marque un tournant pour l'écosystème numérique guinéen et ouvre de nouvelles perspectives qui nous promettent un avenir aussi inspirant que transformateur. Cette présence illustre bien notre engagement pour le partage de l'expertise et pour le renforcement des capacités dans les domaines de l'intelligence artificielle
témoigne notre volonté de soutenir les startups guinéennes et de les voir prospérer non seulement au niveau national, mais aussi dans le niveau global au-delà de nos frontières. Cette initiative, portée par le ministère des Postes, Télécommunications et de l'économie numérique, va toucher plusieurs étudiants entrepreneurs du pays. À travers cette Startup Week, nous mettons l'accent sur l'innovation, l'entrepreneuriat et le potentiel de transformation de la technologie. Les jeunes Guinéens ont du talent et nous allons, en tant qu'autorité, gouvernement, continuer à mettre l'écosystème pour les supporter, les accompagner, créer des cadres où ils peuvent avoir de l'initiative. Dans ce sens que le ministère aujourd'hui a un projet de technopole où on pourrait les avoir un think tank, un espace où ils pourront vraiment être livrés à leur créativité. Durant une semaine, ces acteurs vont partager leurs expériences autour des avancées technologiques mondiales pour booster l'économie numérique en Guinée. Une manière de renforcer l'impact et l'ampleur des Startup Week chez les jeunes afin qu'ils expriment librement leurs talents. En dehors du continent, même loin du pays, les Frères Unis, une organisation des Guinéens basée à New York, aux États-Unis d'Amérique, offre des fournitures scolaires à certaines écoles de Conakry, un geste qui vise à accompagner l'État dans la prise en charge scolaire des élèves vulnérables. Mohamed De Camara. Depuis une décennie maintenant, les compatriotes guinéens réunis au sein de l'association des Frères Unis offrent des kits scolaires et matériel sportif à certains établissements scolaires du pays. Cette année, 4 écoles bénéficient de ce don. Ce sont ADOC de Imbaya, CRS de Conakry, Reliance School et le groupe scolaire Les Élites de Guinée. Donc nous arrivons vraiment de s'occuper de nos enfants, mais on aimerait aussi faire quelque chose pour notre cher pays. On sait bien que, voilà, que le gouvernement ne peut pas tout faire. Mais pourquoi pas nous? La remise de ce don coïncide à 10 ans d'existence des Frères Unis. Au cours de la rencontre, les membres ont réitéré leur engagement à appuyer l'État dans son travail régalien, celui de soutenir l'école guinéenne. Parce que nous savons que la contribution que nous faisons va directement aux enfants et contribuer à l'éducation peut-être d'un petit que je ne pourrai jamais rencontrer comme ils l'ont dit ici. On donne la possibilité à ceux qui veulent étudier d'aller à l'école. Nous, nos enfants ici n'ont pas le problème là. Donc on donne la chance aussi aux enfants en Guinée pour pouvoir évoluer, avancer, avoir un bon futur comme nos enfants. Les Frères Unis, même loin du pays, sont résolus à accompagner l'école guinéenne en offrant les fournitures scolaires à certaines écoles de la place, un geste citoyen à saluer. Fidèle à son engagement, l'Union nationale des orpailleurs de Guinée s'emploie à promouvoir la scolarisation des enfants en zone minière. Près de 200 enfants de Gawal viennent de bénéficier des kits pour renforcer la qualité de leur formation. L'événement a mobilisé parents d'élèves et autorités éducatives. Les détails avec Komara Moussa. Fidèle à son engagement de barrer la route à l'abandon scolaire dans les mines d'or, l'Union nationale des orpailleurs de Guinée offre gratuitement 2200 kits à 200 élèves de Koncitel, un des grands sites de l'orpaillage dans la préfecture de Gawal. Le message de notre président, El Hadji Koïta, qui nous a instruit de faire passer ce message, c'est de sensibiliser nos parents à inscrire les enfants et les maintenir à l'école. Si l'éducation n'est pas prise au sérieux par les parents d'élèves, par les encadrés, par les élèves, c'est que ça ne peut pas marcher. Cette distribution intervient à un moment où la plupart des élèves de Koncitel n'ont pas encore repris le chemin de l'école. Je les remercie vraiment, que Dieu les bénisse. Je vais continuer mes études, que je sois quelqu'un demain. Gawal est une des zones les plus pauvres du pays. Aucun projet ni association ne soutient l'éducation selon les témoignages. Parents d'élèves et autorités éducatives magnifient ces gestes de grande portée qui encouragent les élèves et participent à la formation qualitative des enfants issus des familles indigentes. Cette association-là est dans l'esprit de notre cher président qui a toujours œuvré pour la bonne marche des écoles en Guinée. Parce que je vous dis, les meilleurs peuples au monde ont toujours eu les meilleures écoles. C'est un sentiment de joie, de réjouissance et de grand plaisir pour moi, de bonheur. Parce que
ça veut interdire aux élèves, aux enfants déshérités d'aller dans les mines. Parce que je l'ai dit tantôt, un pays ne vaut que ce que vaut son système éducatif. Empêcher les enfants d'aller dans les mines, c'est construire l'avenir de demain pour les élèves de la Guinée. Pour cette année, l'Union nationale des orpailleurs de Guinée va distribuer plus de 16 millions de kits à 1500 élèves dans 6 préfectures minières du pays. Les villes de Kouroussa, Mandiana, Sigiri et Dinguiraï ont déjà reçu leur fourniture scolaire. La dernière étape de la campagne 2024 sera la préfecture de Farana. Des kits scolaires également pour les élèves issus des familles précaires de la région de Boké. C'est un geste du ministère de la promotion féminine et de l'enfance. L'idée d'accompagner ces orphelins et assurer leur maintien dans les concessions scolaires. FTG Boké, Younoussa Tawel Kamara, Bintou Touré, Mohamed Mara. Après avoir identifié les enfants vulnérables dans les 5 préfectures de la région de Boké, l'heure est à la remise officielle des kits scolaires aux bénéficiaires. Ici, des enfants pensionnaires des centres et des orphelinats de la région. Venus nombreux en compagnie de leurs encadreurs dans la cour du gouvernorat, ces enfants privés de la chaleur parentale de la préfecture de Boké reçoivent leur fourniture scolaire en vue de commencer les cours. Nous sommes là aujourd'hui pour remercier le gouvernement pour ce qu'il a fait pour les enfants. Nous disons merci. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait. Cette activité est une matérialisation de l'engagement de Madame le ministre de la promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables à l'occasion du mois de l'enfant. La région de Boké a pu identifier 504 enfants. C'est pour respecter ce qu'on appelle l'égalité de chance de tous les enfants. Cette initiative du président de la République à travers le département en charge des personnes démunies qui vise à assister ces enfants en cette période d'ouverture des classes galvanise à plus d'un titre les autorités administratives. C'est un sentiment de satisfaction. Ici, nous ne pouvons que remercier les donateurs par rapport à ce geste. Nous comptons vraiment garder soigneusement le kit qu'on vient de mettre à notre disposition et ça arrivera aux bénéficiaires. Cela rejoint la vision du chef de l'État quand il disait qu'il faudrait que les ressources du pays bénéficient d'abord des fils du pays. Et cela est un sentiment de satisfaction pour nous, autorités administratives, mais aussi pour toutes les communautés, que ce soit les vieux, les sages, les femmes, les enfants. Au total, 504 enfants vulnérables des préfectures de Boké, Fria, Boufa, Gawal et Koundara vont bénéficier de ces kits scolaires qui seront distribués par les cadres de l'inspection régionale de la promotion féminine et de l'enfance de Boké. La campagne d'information sur les règles de procédure de prise en charge des agents de l'État se poursuit dans le pays. Cette semaine, les enseignants et autres fonctionnaires ont été sensibilisés dans les différentes communes. Le processus de la couverture médicale de la Caisse nationale de prévoyance sociale a été longuement abordé. Alpha Siagaba. Dans les communes de Conakry, la couverture médicale de la CNPS est très prise au sérieux. Partout, enseignants, syndicalistes et techniciens de la Caisse nationale de prévoyance sociale abordent la question dans son volet règles et procédures de prise en charge médicale. Partout, les sujets dominants, les frais d'évacuation au niveau national et à l'international. Les évacuations, c'est cette question qui persiste toujours. Sur le plan national, les évacuations internes d'une préfecture à une région, si un médecin réfère un malade au niveau régional, les frais d'ambulance de la préfecture vers le niveau régional sont pris à 100% par la CNPS, y compris la prime du médecin qui accompagne le malade. Si c'est au niveau régional, de la région vers Conakry par exemple, les frais aussi sont pris à 100% par la CNPS. Maintenant, au niveau international, lorsqu'on évacue un assuré à l'étranger, quand il arrive, le manger, les frais d'hébergement, les frais de nourriture, les frais médicaux sont pris à 100% par la CNPS. Le ticket modérateur au niveau de l'évacuation à l'étranger représente le billet d'avion. Nous remercions et nous félicitons le président de la République, le chef de l'État, qui a eu cette bonne initiative. Une initiative sociale, initiative qui prend tout le monde au même pied d'égalité, qui touche la couche la plus déshéritée. Toutes les communes du pays sont concernées par cette campagne de large information
sur la couverture médicale. Cette opération devrait permettre de toucher le grand public. C'était de mettre de façon détaillée ce mécanisme, comment est-ce qu'il est paramétré et la procédure de prise en charge pour un fonctionnaire ou un retraité qui a un souci de santé, comment est-ce qu'il va voir auprès de quelle structure sanitaire il peut se présenter. Une fois dans cette structure, quelle est la procédure, la démarche à suivre jusqu'à ce que sa prise en charge soit effective. C'est un grand soulagement pour la prise en charge des enseignants. Tout le monde sait que le monde enseignant, c'est un monde contraignant. Lorsqu'on est en situation de classe et qu'on tombe malade, il est difficile de se prendre en charge. Si l'État vient au niveau des fonctionnaires, singulièrement au niveau de l'éducation, c'est une fierté pour nous. La couverture médicale est à hauteur de 80%, une grande avancée jamais enregistrée en Guinée. Et pour plus d'efficacité, notamment face aux cas d'urgence, toutes les formalités administratives sont reportées pour donner une priorité absolue à la prise en charge des assurés sociaux. Toujours dans l'actualité sociale, pour faire face aux accidents de travail, principal problème de santé publique, la société Alport s'engage dans une dynamique de renforcement d'aptitudes pour professionnaliser la gestion des matières dangereuses, une disposition devant permettre de vulgariser de nouvelles techniques de dépotage d'hydrocarbures. On fait le point tout de suite avec Souleymane Kamara. Renforcer les capacités des agents chargés de la sécurité portière est l'objectif de ces travaux. Il vise à outiller en nouvelles techniques de dépotage d'hydrocarbures les travailleurs évoluant dans le dépotage des hydrocarbures de la société Alport vont se familiariser avec les bonnes pratiques pour minimiser les risques dans la gestion des matières inflammables. On utilise beaucoup des images, on utilise des vidéos, on utilise des équipements qui sont sur les sites, qui nous permettent de savoir, oui, ce qu'on a sur le site, par exemple les équipements d'extinction, ou par exemple tout ce qui est pictogrammes en fait, qui retrouvent sur les sites, qu'ils sachent en fait c'est quoi la signification de chaque pictogramme de danger, chaque produit, identifier en fait le nom du produit et savoir aussi quels sont les effets sur la santé, sur l'environnement, éventuellement sur les dangers physiques. Durant 2 jours, ces agents ont reçu des notions pratiques pouvant les permettre d'intervenir en cas d'incendie et d'éviter les accidents de travail. Au-delà de cette formation théorique, les agents ont fait des simulations sous différents types d'extincteurs afin d'assurer efficacement la protection des installations et des opérations portières. En gros, on a compris comment utiliser le produit et les conséquences aussi liées au produit, et spécifiquement l'essence. On sait situer maintenant comment éviter les accidents. Et au cas où il y a un accident, on sait comment agir. Cette formation, mais nous, on juge qu'elle est indispensable vis-à-vis déjà de la sécurité au port. À partir du moment où il y a des matières dangereuses, il coule de source que la formation doit se faire pour que au moins nos travailleurs puissent avoir les outils nécessaires pour agir et réagir. Aujourd'hui, Alport s'inscrit dans la démarche de la prévention des accidents et des maladies professionnelles, ainsi que la mise en place d'autres méthodes de manutention comme le transport par conteneur. La manipulation des marchandises dans les ports, c'est d'actualité dans tous les ports. Donc nous, en tant que ce groupe Al-Bayrak, veillant sur le transfert des technologies, c'est-à-dire la qualification de la main-d'œuvre, avons initié cette formation pour renforcer la capacité de nos cadres à faire face aux enjeux de la manipulation des produits dangereux. Des méthodes qui ont permis de réduire l'effort physique nécessaire au déplacement des marchandises, avec une mécanisation devenue quasi intégrale dans la plupart des ports, à la fois pour la productivité et la sécurité. Espace santé encore avec l'élaboration à Kindia du curricula de formation des agents paramédicaux. C'est l'Institut de perfectionnement du personnel du ministère de la Santé qui pilote l'exercice. Il s'agit de combler le vide de formation certifiante des spécialistes des soins de santé, notamment ceux obstétricaux. Yaya Sila, Fanala Baya Kamara. L'Institut de perfectionnement
du personnel de santé en cette fin d'année 2024 est fidèle à son option d'assurer une montée en compétences régulière de ces catégories du personnel afin de répondre aux exigences de soins modernes se retrouvent ici à Kindia. Objectif, élaborer les curricula de formation des paramédicaux en soins infirmiers spécialisés certifiés à l'Institut de perfectionnement du personnel de santé. Parce que nous avons constaté que les formations assorties d'attestations que nous faisions, très souvent, on était en télescopage avec les directions nationales de la santé. Beaucoup de directions. Alors nous avons décidé que pour le renouveau de l'IPPS, il était important qu'on parte dorénavant avec des formations certifiantes. La rencontre de Kindia regroupe plusieurs professionnels en santé du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et des personnes ressources. Souvent, les structures sont confrontées à un manque de personnel qualifié et de personnel spécialité dans certains domaines. C'est pourquoi cette fois-ci, l'IPPS s'est doté d'une certaine stratégie de réorientation vers des certificats, des formations certifiantes pour essayer de combler les déficits dans les structures au point de vue anesthésie, réanimation. Cette rencontre de Kindia permet de résoudre définitivement le déficit de certification des agents de santé, souvent confrontés au manque d'opportunités de formation certifiante. Toujours dans la région de Kindia, Forêt-Caria, les populations plaident pour l'achèvement des chantiers entamés dans le centre urbain. C'est le cas du bloc administratif qui abrite la majeure partie des services publics. Les travaux traînent encore et les bureaux sont logés dans des édifices privés. Nos reporters Amadou Bailobari et Ousmane Ouatsissé tirent la sonnette d'alarme. Malgré sa position stratégique dans le développement socio-économique local et national, Forêt-Caria souffre du point de vue fonctionnement administratif lié au manque d'infrastructures pour abriter les tâches administratives. C'est le cas de ce bloc administratif inachevé, pouvant pourtant contenir plus d'une trentaine de bureaux dont les travaux sont arrêtés il y a de cela plusieurs années. La construction de ces blocs-là a beaucoup tardé. À mon arrivée, j'ai pris le langue avec l'ingénieur M. Dino. On a échangé, j'ai dit, monsieur, qu'est-ce qui se passe concernant le bloc administratif de Forêt-Caria? Il me dit qu'il avait reçu les promesses qui n'ont pas été abouties. Sur ce, il m'a édifié sur ça. Moi, j'ai compris en lui, il n'a pas reçu de l'argent. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'il faut? Il m'a mis en copie des dossiers. J'ai passé par notre ministère MATD, j'ai passé par le ministre d'alors, qui est M. Mourkonde. Et j'ai passé par tant d'autres personnes pour que nous puissions avoir l'appui financier pour finaliser les travaux. Mais jusqu'à présent, ça n'a pas abouti. Face à cette préoccupation majeure, des coups de cœur sont adressés à l'autorité supérieure pour qu'enfin la finalisation de la construction de ce lieu public puisse se matérialiser. Forêt-Caria alors a eu le privilège de recevoir le projet de construction de certaines infrastructures, dont le bloc administratif préfectoral. L'initiale de ce bureau, c'était une capacité de 17. Et avec la reconstruction, avec R+1, ça fait 34 bureaux, plus de 4 salles de conférence, les toilettes aussi, les salles d'attente. Mais depuis le lancement, les travaux tardent, et ce qui fait que l'autorité préfectorale a du mal à mettre main sur les différents services déconcentrés. Les bureaux sont éparpillés. Monsieur le préfet lui-même est en location en termes de bureaux. Parce que depuis que ce bloc a été, la construction a été lancée, et la préfecture est basée maintenant dans la cour de la direction préfectorale des mines. Ce n'est pas joli. Alors nous demandons vraiment aux autorités de la Guinée de nous venir en aide, parce que ce bloc administratif, c'est le cœur de Forêt-Caria. Comme on peut le constater, l'intervention de l'État est ici plus qu'une nécessité, afin que le Moria puisse remplir pleinement le rôle de catalyseur dans les opérations de la vision, la Guinée 2040.
À Mamoun, des actions sont initiées par la délégation spéciale pour redynamiser les activités culturelles dans cette préfecture. Le centre culturel et la bibliothèque ont été réhabilités et entièrement équipés, tout comme les sapeurs-pompiers qui bénéficient d'équipements de premier secours. RTG Mamoun, Mamadou Patibaldi. Après plusieurs années de fermeture, la bibliothèque préfectorale et le centre culturel de Mamoun ouvrent portes et fenêtres au public, aux élèves et aux enseignants. Grâce à la délégation spéciale en partenariat avec la maison mère, ce bâtiment a été réhabilité et équipé à la satisfaction des autorités et les citoyens. Depuis 2014, Mamoun avait perdu cette bibliothèque-là, elle n'était pas du tout réhabilitée et Mamoun n'avait pas un espace pour venir se nourrir culturellement. Donc, il n'y avait pas d'espace encore pour faire des recherches. On n'avait pas d'espace aussi pour permettre aux jeunes de partir, trouver en tout cas un espace où tu as accès à l'Internet afin que tu puisses faire tes recherches. Et on va même aussi installer des clubs littéraires pour mieux animer, mieux expliquer les différentes œuvres que nous avons là, puisque sincèrement, c'est un grand atout. Nous remercions ACOPED, nous remercions le gouvernement guinéen qui a facilité ces partenariats. Et Inch'Allah, nous ferons tout pour que ce grand bisou soit un service réel pour la ville Carrefour Mamoun. Exécutés dans le cadre de la coopération avec l'ACOPED, ces édifices flambant neufs disposent de plus de 3000 ouvrages de toutes spécialités et d'une salle informatique. À côté s'ajoutent des équipements médicaux destinés aux hôpitaux de la région et du matériel offert aux sapeurs-pompiers de Mamoun. Il y a surtout la bibliothèque où il y a 3000 livres qui viennent d'être installés, avec 2000 livres qui sont en complément pour l'éducation. Et il y a aussi surtout une salle qui a été dévolue à l'informatique, pour la formation informatique des jeunes, pour que leur scolarité soit plus facile, que leur recherche soit beaucoup plus simplifiée aussi. Nous sommes aujourd'hui avec ces moyens. Pour ceux qui connaissent l'importance d'une bibliothèque, l'importance d'un centre culturel, un centre d'échange, un centre où il faut profiter certaines valeurs. Avec ces infrastructures, une nouvelle aventure culturelle démarre à Mamoun pour emboîter les pas à certains hommes littéraires comme Jules Barry, qui a largement contribué à promouvoir les activités artistiques et culturelles dans la ville Carrefour. Ce 7 novembre, le monde célèbre la journée internationale de l'écrivain africain, une journée pour mettre la lumière sur ceux qui nous font voyager à travers leur plume en Guinée. Les autorités encouragent la pratique et appellent la nouvelle génération à se tourner vers l'écriture et la lecture. Dans une déclaration rendue publique ce mercredi, le ministre Moussa Moïsila invite les hommes du livre à plus de persévérance. Ces propos ont été recueillis par Mamadou Djoumaba. Cette journée est l'occasion de mettre en lumière non seulement les figures littéraires emblématiques, mais aussi de célébrer la richesse des voix émergentes et diverses à travers le continent. Chez nous, en République de Guinée, la filière du livre prend de plus en plus d'essor et depuis 2017, année de désignation par l'UNESCO de Conakry, capitale mondiale du livre, pendant un an, les manifestations autour du livre se sont multipliées aussi bien dans la capitale qu'à l'intérieur du pays. Ce qui démontre le dynamisme du secteur littéraire dans notre pays qui, à juste titre, revendique désormais le titre de capitale africaine du livre. De même, la ville de Conakry a posé sa candidature pour le label de ville créative de l'UNESCO pour la littérature. Des auteurs guinéens ont grandement contribué à la naissance et au développement de la littérature africaine, aussi bien d'expression française qu'anglaise, arabe, espagnole ou portugaise. Cette tendance doit se poursuivre et nous sommes heureux de savoir que la Guinée n'est pas en reste dans ce combat. Les éditeurs et écrivains guinéens sont encouragés dans cette perspective. Il faut aussi saluer la vitalité de la littérature féminine guinéenne qui compte aujourd'hui de nombreuses autrices de talent dont la plupart sont jeunes. C'est donc toute la chaîne du livre qui est aujourd'hui positivement impactée par une certaine effervescence dû au courage et à l'engagement des aînés et précurseurs qui tous les jours s'investissent pour faire exister le livre guinéen. Le ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat salue les efforts des écrivains guinéens
qui aujourd'hui replace la Guinée au devant de la scène littéraire africaine comme cela a été par le passé. L'État guinéen, sous la direction éclairée de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, met au cœur de son action la promotion du livre et de la lecture. C'est pourquoi son Excellence, Monsieur Amadou Ouriba, le Premier ministre et son gouvernement soutiennent l'activité littéraire à travers les différents appuis en direction des intervenants de la chaîne du livre. Dans le reste de l'actualité, la chaîne de solidarité se renforce davantage pour les victimes des récentes inondations de Guéguédou. Cette fois-ci, c'est l'église néo-apostolique qui fait parler son cœur. Elle offre une importante quantité de vivres, mais aussi des matelas et couvertures aux familles touchées par cette intempérie de la nature. La cérémonie de remise a connu une forte mobilisation des autorités administratives et notabilités de Guéguédou. Ça, Amaratolno. Suite aux pluies diluviennes, la ville de Guéguédou a été victime d'inondations le 26 septembre dernier. Près de 12 000 personnes ont été impactées par la colère des eaux. Un mois après ces événements douloureux, l'église néo-apostolique vole au secours des victimes. Elle leur offre des matelas, des draps de lit et des couvertures, mais aussi des vivres et du savon. L'église, c'est la compassion, l'église, c'est la pitié. C'est Dieu qui nous a enseigné cela. C'est pourquoi nous sommes venus sur le terrain pour assister nos frères, pour partager la douleur qui les a trouvés. Donc c'est la raison qui nous a poussé d'être ici, aujourd'hui, à Guéguédou et sur le terrain, avec l'autorité, afin que nous puissions remettre ces dons que nous avons reçus de la part de nos bailleurs à toutes les victimes. Avec ces dons, c'est un réconfort moral qui est retrouvé par des victimes de cette catastrophe. Je suis tellement contente d'avoir ces dons, malgré l'inondation. Mais avec tout ça, ils ont essuyé nos larmes avec les aides. Au fait, nous sommes tellement heureux. Je les remercie beaucoup. Lorsqu'il y a eu l'inondation, chacun a vu comment était Guéguédou. Ça a empêché la fête. L'église a donné des matelas, ils ont donné des pagnes, ils ont donné le riz. Donc il faut les remercier. En plus des prières, l'église néo-apostolique de Guéguédou s'illustre dans des œuvres humanitaires et dans la promotion de la paix grâce à l'appui de ses partenaires, parmi lesquels la fondation John Wolf. Non loin à Macenta, les populations plus que jamais déterminées à accompagner les idéaux du Comité national du Rassemblement pour le développement sur place. Un concept prend forme. Il s'agit du mouvement Macenta pour Doumbouya. La jeunesse et le conseil communal se mobilisent pour donner un sens à cet idéal commun dans cette préfecture. Artégène Zérékouré, lancé Kamisoko, Mohamed Salioupaï, Mohamed Lamine Diallo. C'est l'expression de la volonté populaire des habitants de Macenta à soutenir les actions du Comité national du Rassemblement pour le développement CNRD. Réunis au sein du mouvement Macenta pour Doumbouya, l'ensemble des composantes de la société de cette ville cosmopolite se rangent en ordre de bataille pour défendre les acquis de la gouvernance CNRD. Le mouvement Macenta pour Doumbouya par ma voix tient à vous remercier très vivement pour l'honneur que vous nous faites par votre sortie massive pour exprimer votre gratitude aux multiples efforts du CNRD et son président pour l'amélioration sans cesse des conditions de vie de la population guinéenne en général et celle de Macenta en particulier. Nous avons l'espoir que les actions d'entreprise à Macenta telles que le bitumage de la voirie urbaine de Macenta, la réhabilitation du barrage hydroélectrique, la LOFA, seront réalisées pour le bien-être de nos populations. Pour les autorités, cet engagement solennel des populations est une impérieuse nécessité pour que notre pays puisse continuer sur son élan de développement amorcé depuis le 5 septembre 2021. Toute la population de Macenta d'être dans l'esprit du CNRD. Tout le monde doit se rallier derrière le général Doumbouya. Parce que vous voyez aujourd'hui, regardez, à travers la préfecture de Macenta seulement, sur combien de directions préfectorales, les 99% sont occupés par des jeunes. Les jeunes sont des directeurs préfectoraux aujourd'hui à Macenta ici. Parce que la jeunesse est une priorité pour le général Mamadi Doumbouya. C'est avec une immense joie que je prends la parole ce samedi pour remercier toute la population de Macenta en général, mais le mouvement pour le général Mamadi Doumbouya, MMD,
pour leur reconnaissance à Monsieur le Président de la République. Dès l'avènement du CNRD, le 5 septembre 2021, un nouveau système de gouvernance fut instauré. Les actes sont liés à la parole. Depuis la prise du pouvoir par le Comité national du Rassemblement pour le développement CNRD, plusieurs réalisations sont entamées dans la préfecture de Massanta, dont entre autres le lancement des travaux de bitumage de 11 km 200 et la réhabilitation du barrage hydroélectrique de la Lofa. D'où cette forte mobilisation des populations en reconnaissance de ces actions. Récemment, le symposium et l'inhumation de l'âge Serouna Souma se sont déroulés sans fausse note. Une série d'hommages réussis grâce à l'appui des autorités du CNRD. Là-dessus, les membres de la coordination des sages de la Basse-Guinée ont adressé leurs vifs remerciements au chef de l'État. La déclaration des sages de la Guinée maritime est lue par Elhaj Abdul Karim Djoubaté, président de la commission réconciliation CNT, mais également porte-parole des sages de la Guinée maritime. La coordination des sages Zekuntigi de la Guinée maritime remercie à travers ce communiqué son Excellence Monsieur le Président de la République, Président du CNRD, Chef suprême des armées, le général d'armée Mamadi Doumbouya, pour tous les efforts consentis et la prise en charge de l'intégralité des charges liées aux funérailles du Grand Kuntigi de la Guinée maritime suite à son rappel à Dieu le jeudi 31 octobre 2024 à Conakry et l'Elhaj Serouna Souma. Les remerciements s'adressent également aux membres du CNRD, à Monsieur l'honorable président du CNT, Dr Dansa Kourouma, à Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, aux membres du gouvernement, aux 4 coordinations régionales, aux imams, aux khalifas, aux chefs religieux, aux ulémas, aux partis politiques, aux organisations de la société civile, aux fondations, aux associations de femmes et de jeunes, aux bienfaiteurs anonymes et connus et toute la population de Guinée pour leur compassion et soutien moral et matériel à l'endroit de la famille du défunt. Elle voulait saisir également cette occasion pour demander à tous de surseoir à toute forme de déclaration ou de communication sur la succession du Kuntigibé. À ce titre, une réunion de concertation se tiendra le dimanche 17 novembre 2024 à Toumania, dans la préfecture de Dubreka, entre les Kuntigi des 8 préfectures de la Guinée maritime et les 8 communes de Conakry déjà installées, pour un échange autour du choix du nouveau Kuntigi de la Guinée maritime. En conséquence, elle lance un appel et demande à l'ensemble des populations, en particulier les jeunes et les femmes, d'observer le calme, la sérénité et de cultiver l'esprit de fraternité et d'entente qui a toujours caractérisé la Guinée maritime. Sport, le basketball, le service de la lutte contre le cancer du sein, l'association Koumi Sport apporte également sa partition dans cette croisade. C'était lors du tournoi de basketball féminin dénommé Elite League, une compétition ponctuée par des séries de sensibilisation sur le dépistage de cette pathologie. Ablaye Diallo, Ousmane Gouché Kamara. 6 équipes féminines pour une cause noble. La sensibilisation sur le dépistage du cancer du sein est l'affaire de tous. L'association Koumi Sport apporte sa contribution à travers ce tournoi de basketball féminin. C'est l'occasion pour moi aujourd'hui de remercier la Fédération guinéenne de basketball pour l'appui technique, mais aussi monsieur le parrain Bouna Keita et aussi nos sponsors. Je lance l'appel à tous les opérateurs économiques de faire face à notre jeune basketteuse dans notre pays, parce que l'État seul ne peut pas tout faire.
La deuxième édition de l'Elite League tourne en faveur de Black Mamba contre Magic Basket Club. Une finale passionnante et riche en émotions dans un palais des sports en ébullition. Cette coupe, on l'a mérité parce qu'on a travaillé très dur. Du coup, on l'a mérité, je suis fier de nous. On va vraiment bosser dur, être en forme, être en jambe pour préparer les compétitions suivantes. Ce rendez-vous sportif a mobilisé de nombreux passionnés de basketball. Ainsi, le ministère de la Jeunesse et des Sports et la Fédération guinéenne de basketball s'engagent dans la lutte contre le cancer du sein. La Fédération guinéenne sera toujours disponible pour accompagner et soutenir les organisateurs pour le développement du basketball. L'instruction du président que nous avons eue, c'est d'occuper sainement la jeunesse. Et nous voulons que le basket aussi se pratique partout sur le territoire. Et c'est le défi que nous avons. Et nous allons aider la nouvelle fédération à atteindre cet objectif. Durant 10 jours, les joueuses et les spectateurs ont été sensibilisés sur les mesures préventives et plus particulièrement sur l'importance du dépistage du cancer du sein. Enfin, culture, Djeli Fodé Kouyaté, communément appelé le Djeli de Kissi Faramaya, célèbre ses 40 ans de carrière musicale. Face à la presse, Fodé Kouyaté annonce les couleurs de cet événement festif. Ce vendredi, le chapiteau Baïssa va vibrer aux mélodies des belles chansons de cette voix d'or de la musique africaine de Guinée. Mikini Moussa Kamara, Maïmouna Bela Diallo. Durant les 40 dernières années, l'artiste iconique Djeli Fodé Kouyaté a marqué les mélomanes à travers le monde avec des tubes comme Photostar, Mengue Conté, Tai Tongo, Abeta Ita et récemment Général Mamadi Doumbouya. Dans sa discographie figurent plus d'une dizaine d'albums dont Adama Yigi et Sorambaya. Pour arroser ce succès, un concert VIP se tiendra le vendredi 8 novembre au chapiteau Baïssa. L'accès à ce concert anniversaire se fera sur réservation. Le lieu aussi de remercier tout un chacun dans le pays pour dire que si les 40 ans aujourd'hui sont placés sous le haut patronage du président de la République, c'est en reconnaissance envers le peuple de Guinée. Et la première personne à remercier dans ça, ne serait-ce qu'une ingratitude, ça doit être que le premier homme, c'est monsieur le président de la République, général Mamadi Doumbouya Mbemba. Donc, j'appelle tout le peuple de Guinée, que tout le peuple de Guinée se voit en ce temps pour m'accompagner dans mes 40 ans d'anniversaire. C'était au mois de décembre 1984, je me suis mis devant un orchestre, mais si je le fais au mois de novembre, c'est parce que le 8 novembre, c'est la date de ma naissance. Son orchestre Kerekoro Banyalé Long sera sur le podium pour gérer son répertoire. Divers acteurs culturels et politiques accompagnent ce projet. Fodé Kouyaté est de la lignée de Balafa Seke Kouyaté. Et vous savez que les griots, les vrais, ont été des ambassadeurs, ont été et ils sont encore les maîtres de la parole. Ils ont en eux une certaine loyauté, une certaine reconnaissance qui fait que ils rendent hommage et ils font la gloire aussi des rois, des chefs d'État. Mais il faut avouer qu'il est très créatif, il fait beaucoup d'innovation et le constat est là, chaque fois qu'il sort un album, vous avez au moins 3 ou 4, disons même 5 titres qui tiennent la tête de hit parade. Donc c'est le fruit d'un travail assidu, c'est le fruit d'un courage. Le thème de ce concert est « Je jure, le général d'armée Mamadi Doumbouya est une bénédiction pour la Guinée. Aidons-le ». L'autre but de cette soirée sera de soutenir les acquis de la République en savourant 4 décennies de succès hors pair. C'était tout pour les infos. Grand était le plaisir pour moi de vous servir. L'information continue sur le www.rtgguinée.info. Amen, Inch'Allah, pour d'autres actualités sur la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation.